Cette semaine, au Libre Podcast, on parle de l'essai Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur avec le chercheur Étienne-Alexandre Beauregard. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Avec le chercheur Étienne-Alexandre Beauregard. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie aujourd'hui pour un épisode spécial, comme je le disais dans l'introduction, d'Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus. Étienne-Alexandre, bonjour. Bonjour Francis. Étienne-Alexandre, je suis très heureux de te recevoir puisque tu viens aujourd'hui même de publier, et c'est disponible dans les librairies partout au Québec, ton plus récent ouvrage intitulé « Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur », publié aux presses de La Cité. Alors, on invite nos auditeurs à aller en librairie se le procurer dès maintenant. Mais justement, j'aimerais aborder différentes éléments que vous surlignez dans votre ouvrage Anti-civilisation. Mais Étienne-Alexandre Beauregard, pouvez-vous d'abord juste simplement vous présenter brièvement d'où venez-vous? Vous êtes à votre... on va se tutoyer parce qu'on se connaît, là. Tu es à ton troisième ouvrage. Tu as travaillé au bureau du premier ministre. Tu as été militant au sein de la CAQ dans l'aile jeunesse. Parle-nous un peu de ton background, là, puis qu'est-ce qui t'a poussé éventuellement à devenir auteur et chercheur à l'Institut Cardus? Ouais. Donc, moi, j'ai grandi dans la région de Québec. D'abord, j'ai toujours eu un certain intérêt pour la politique, un certain intérêt pour les idées. Puis je dirais, à partir du moment où j'ai atteint 16 ans, là, j'ai commencé à militer de manière plus active, commencé à lire de manière plus active aussi. Pour moi, les deux sont vraiment venus en même temps. Et puis, donc, professionnellement, moi, j'ai fait un bac à l'Université Laval en philosophie et politique. Là, je suis en train de terminer une maîtrise en administration publique. Donc, ça, encore une fois, un peu toujours un pied dans les deux mondes. Et donc, c'est ça, j'ai milité à la Coalition Avenir Québec longtemps. J'ai été pendant 3 ans rédacteur des discours pour le premier ministre Legault jusqu'à cet été. Maintenant, donc, je travaille pour l'Institut Cardus, qui est un think tank, donc un institut de recherche sur les politiques publiques, qui fait des études sur toutes sortes de sujets, santé, éducation, citoyenneté, pour essentiellement apporter un regard différent sur les politiques publiques au Canada, montrer certains enjeux qui sont pas toujours soulevés dans le discours public, dans une perspective qui est inspirée par la tradition sociale chrétienne. Et donc, moi, je suis aussi un auteur, donc 3 livres. Le premier, Le schisme identitaire, portait sur la question identitaire au Québec, comment, d'une certaine manière, elle a un peu dépassé la seule question de la souveraineté et du fédéralisme quand la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir. Le second livre, Le Retour des Bleus, portait sur le lien entre nationalisme et conservatisme au Québec, sur comment, au-delà, disons, de la parenthèse qui est un peu incarnée par le Parti québécois entre l'alliance entre la gauche et le nationalisme, il y a tout un historique de nationalisme plus conservateur au Québec que je pense qu'il faudrait redécouvrir aujourd'hui. Et donc, ce nouvel essai-là, Anti-civilisation, celui-là porte pour la première fois sur l'Occident plus large, pas seulement sur le Québec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été publié en France en premier. Et donc, c'est un essai qui est vraiment sur la crise du libéralisme aujourd'hui, pourquoi on a l'impression justement que nos sociétés s'effondrent de l'intérieur et qu'est-ce que, à mon sens, un conservatisme qui est axé sur le bien commun, sur la reconstruction de la culture, du lien social, d'un certain bagage civilisationnel aussi, peut nous aider à sortir un peu de la crise dans laquelle on est en ce moment, de la polarisation, du conflit. Et donc, c'est un peu ça résumé très, très grossièrement. Oui, parlons-en de votre ouvrage. Mais, vous venez de mentionner la sortie en France. Donc, c'est un ouvrage dont les frontières dépassent celles du Québec et c'est vraiment essayer d'englober l'Occident au complet. Parlez-nous un peu de l'accueil que vous avez reçu. On vous a vu éventuellement dans plusieurs médias. Là, vous avez vraiment fait le tour. Oui, ben, là-dessus, j'ai été plus que choyé. Puis on ne sait jamais ce qui peut se passer quand un livre sort. Hein. Particulièrement en France, ils ont un vif intérêt pour les livres, mais il faut que ça cadre avec l'actualité du moment parce que, par exemple, ce serait cauchemardesque de sortir un livre le jour où la guerre en Ukraine a été déclarée. T'sais, donc là-dessus, je veux quand même remercier la Providence parce que ça a bien à donner. Mais oui, c'est ça, j'ai la chance quand même d'avoir à peu près tous les grands médias qui sont plus au centre-droite. On a eu Le Point, Le Figaro, des magazines comme L'Incorrect, comme Valeurs Actuelles, puis tous qui ont eu une couverture
culture qui est quand même intéressé, un peu plus à gauche, même comme Marianne, avec lequel je viens de faire un entretien qui va sortir bientôt. Donc là-dessus, je pense que j'ai été assez choyé. Puis pour moi, en fait, ce que ça dit, c'est que l'ouvrage, il touche quand même un nerf. Tu sais, moi, je le constatais quand j'étais en train d'écrire le livre, et que j'en parlais justement avec des amis dans les médias en France, mais même au Québec, je considère que justement la question de la civilisation, la question de est-ce qu'il n'y a pas un vide en ce moment qui fait en sorte qu'on est un peu désorienté, qu'on est un peu en perte de repère, qu'on aimerait ça, justement, revenir vers des institutions qui nous guident en quelque sorte, qui nous donnent du sens, qui font un peu tout le sel de l'expérience humaine. Est-ce qu'on ne devrait pas se rappeler les vertus de la famille, de la nation, de la communauté, de la société civile? Mais je pense que c'est un discours qui percole beaucoup en ce moment en Occident parce que c'est quelque chose qui dépasse les frontières et particulièrement, je vais le dire, chez les un peu plus jeunes, ceux qui sont en bas de 30 ans, ceux qui ont un peu à mon âge. Je pense que ce besoin-là, il est ressenti d'autant plus fortement. Donc, probablement qu'il y a une partie de l'accueil qui vient du fait que c'est un discours qui peine encore à s'exprimer, notamment parce que peut-être ceux qui le ressentent plus ne sont pas encore au stade où ils écrivent des livres. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être justement un peu la voix de ce discours-là que j'entends beaucoup autour de moi, mais que j'ai rarement vu dans l'espace public de cette manière-là, du moins. Vous avez notamment participé à l'émission de Mathieu Bock-Côté là, sur CNews. Mathieu Bock-Côté qui signe la préface de votre ouvrage, là, qui qualifie d'ouvrage important là, qu'on doit absolument mettre sur notre pile de livres à lire. Mais comment ça, si tu le veux bien, Étienne Alexandre, dans ton livre, tu essaies de faire une brève généalogie, parce que c'est sûr qu'on peut remonter toujours très loin pour essayer de trouver les sources de un peu de tout ce qui va mal dans nos sociétés. On peut remonter jusqu'au péché originel, mais allons à plus courte vue avec la modernité. Donc ce dont tu parles un peu, c'est justement où tu essaies d'adresser le problème et de donner des instruments justement à cette génération de jeunes conservateurs là, qui arrivent et qui essaient de faire valoir leur point, mais ils doivent connaître un peu cette histoire. Donc, peux-tu nous parler un peu de ce cadre-là qui est celui dans lequel on est, qui est celle justement de cette vision un peu décadente. D'un côté, on a une gauche qui justement exacerbe d'une part, une droite qui s'exacerbe. On en parle beaucoup de polarisation. Mais toi, tu mets ça un peu plus haut, lève ton regard pour, disons, adresser ce problème de la civilisation et de l'anti-civilisation. Parle-nous un peu comment est-ce qu'on peut définir un peu là, ce terme de civilisation, puis quelle en est la définition de son contraire, ou quelle maladie finalement arrive à ce qu'on voit une civilisation qui arrive à une forme de décadence? Mm-hmm. C'est vrai que c'est un gros terme, la civilisation. Hein? Parfois, on ne sait pas comment le prendre. Moi, la définition que j'ai choisi de prendre, c'est celle de Norbert Elias, qui est un sociologue qui a beaucoup étudié la question. Et pour lui, c'est simple, la civilisation, c'est quand les individus apprennent à mettre de côté leurs pulsions antisociales, leurs pulsions nocives, celles qui créent du conflit, justement, pour se mettre en dessous d'une loi qui les dépasse et donc d'entrer dans des institutions qui permettent la collaboration. Évidemment, c'est un peu comme le corollaire de la théorie du contrat social, tu sais, de dire qu'il vient un point où on sort de l'état de nature, où on dit il y a certaines pulsions, certaines tendances que peut-être que j'aimerais mettre en œuvre, mais qui de fait vont causer du conflit avec les autres individus, avec les gens autour de moi. Donc, je serais mieux de m'assujettir à une loi qui vaut pour tous, qui fait en sorte qu'on met tous un peu d'eau dans notre vin, mais qui nous permet de vivre de manière paisible, de manière plus apaisée. Et donc, l'inverse, l'anti-civilisation, c'est quand, au contraire, on se dit, OK, ça donne plus rien d'obéir à une loi qui nous dépasse. Je vais juste laisser aller mes pulsions, je vais laisser aller ma liberté mal comprise, mal encadrée. Et en fait, c'est ça qui crée, à mon sens, des sociétés beaucoup plus conflictuelles aujourd'hui, des sociétés qui sont prises dans une espèce de contre-culture, hein, où le fait d'être rebelle, c'est bien en soi, où on veut toujours être celui qui est le plus transgressif, où il y a un peu une course, un peu à l'excentricité là-dessus. Mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, je pense qu'on arrive un peu en bout de course de cette tendance-là, parce qu'au final, si on est toujours dans la transgression, si on est toujours dans l'excentricité, si on est toujours dans pousser plus loin le rejet, ben au final, d'abord, on n'a plus de propositions positives sur laquelle on peut s'entendre, mais aussi, on arrive dans un terrain très, très, très conflictuel, parce que si tout le monde agit comme ça, ben en fait, c'est juste le choc des authenticités, c'est le choc des subjectivités, et au final, l'être humain souhaite quand même avoir une existence qui est plus pacifiée, une existence où il est capable d'avoir des
points communs avec les autres, d'avoir des points d'accord, de construire quelque chose ensemble. Et donc, je pense que c'est un peu ça, la tendance fondamentale qu'on constate quand je parle d'anti-civilisation. Tu as parlé d'un processus, là, ce processus-là, quand est-ce qu'il a commencé? Là, parce qu'on peut penser des civilisations qui s'éteignent, il y en a eu plusieurs là, dans l'histoire de l'humanité, mais à plus court terme, là, qu'est-ce qui, dans les sociétés occidentales, disons le 20e siècle, là, quels sont les événements de rupture là, qui ont éventuellement fait en sorte que ces habitudes-là de se mettre soi de l'avant et de refuser de se restreindre. Là, on sait que, je pense c'est le père d'Albert Camus qui disait « un homme, ça s'empêche ». Donc, on est sorti de cette morale ou de cette vision peut-être même de l'honneur, où est-ce que l'individu prend sur soi une part, restreint un peu ses pulsions, justement, au service du bien commun. Quand est-ce que ça a commencé, là, disons, à plus courte vue dans le 20e siècle, là, ce processus-là d'arrêter de vouloir mettre le bien commun au-dessus de ses intérêts, personnels à court terme? Oui, je pense qu'il y a eu une certaine rupture dans la modernité autour de l'après-guerre, autour de la moitié du 20e. Et je sais qu'il y en a qui sont très prompts à condamner les révolutions modernes, l'émergence de la démocratie et tout. Moi, c'est pas vraiment mon cas parce que je constate à l'inverse que si on a pu avoir des révolutions démocratiques, que ce soit celle en France, aux États-Unis, même la glorieuse révolution britannique, c'était un peu l'idée qu'il y avait quelque chose d'insatisfaisant dans l'absolutisme, qu'il n'y avait pas seulement une personne qui pouvait les gouverner toutes et qu'au contraire, le peuple, au sens collectif, était bon pour se gouverner lui-même. Et ce qui venait avec cette idée-là, c'était aussi que l'espèce de sagesse populaire, l'espèce de sens commun, les mœurs qui étaient partagées par ce peuple-là devenaient désirables. Parce que si on est dans le règne du peuple, de fait, ça veut dire aussi qu'on estime ce corps social-là, qu'il mérite d'être écouté, qu'il mérite d'être rejoint aussi. Et quand on regarde, par exemple, les représentations culturelles au début du 20e, les gens ordinaires sont assez bien vus. De la même manière, les ouvriers, puis là-dessus, il faut dire, la gauche y a contribué, parce que le discours marxiste, qu'on peut trouver complètement lunaire, était quand même assez pro-majorité, pro-peuple à ce niveau-là. Il se concevait comme la poursuite de cette révolution démocratique et donc n'était pas du tout condescendant envers les classes populaires. Donc, à ce moment-là, on avait une relation qui était très, très, très différente envers les classes populaires et aussi, ça a fait que, au niveau de l'intégration, par exemple, quand quelqu'un arrivait dans un nouveau pays, avait envie de s'intégrer à cette classe populaire qui est devenue une classe moyenne parce qu'elle était culturellement valorisée. Cela dit, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être un ressort qui s'est brisé dans la philosophie politique après la Seconde Guerre, et particulièrement quand on a pris la mesure du traumatisme totalitaire. Parce que, malheureusement, beaucoup des excès du nazisme, mais aussi du totalitarisme soviétique, ont été commis au nom du peuple, mais contre lui. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui appréciait ces pratiques totalitaires qui étaient complètement répressives à l'époque. Mais puisque ces régimes-là le faisaient au nom du peuple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont interprété qu'il y avait quelque chose de dangereux dans ce concept-là. Et puis quand on regarde justement la philosophie politique, particulièrement libérale de la moitié du 20e, que ce soit quelqu'un comme Karl Popper ou quelqu'un comme Isaiah Berlin, ils ont ce même constat-là que ce que Benjamin Constant appelle la liberté des anciens, ou tout simplement l'idée de la démocratie par le peuple, l'idée que la loi de la majorité en démocratie a encore lieu d'être. Il était beaucoup plus sceptique par rapport à ça, en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le projet des démocraties occidentales pour que la préservation de la liberté et de l'authenticité de l'individu soit mise plus haut que la loi de la majorité. Et donc, il y a quand même une conséquence culturelle à ça. À partir du moment... dans le fond, c'est qu'à partir du moment qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la prise de conscience du drame qui s'est déroulé, c'est comme si on avait besoin de créer un nouveau contre-pouvoir contre les possibilités d'échéance de la volonté générale, dans le fond. C'est la conclusion auquel on est arrivé, puis c'est pour ça qu'on a construit les institutions. Exactement comme ça. Il dit Mill aussi disait la même chose bien avant, mais Mill était en avant de son temps, n'était pas très populaire à son époque. C'était un peu l'idée de dire, OK, la démocratie, initialement, s'est créée contre le pouvoir absolutiste, et maintenant, la vraie menace qui est équivalente, ça serait le peuple. Mais on s'entend qu'il y a quand même une distorsion fondamentale dans l'imaginaire démocratique si on le retourne carrément contre ce qui donne le sens à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et effectivement, il y a eu cette espèce de soupçon-là envers la majorité au sens démocratique, mais qui s'est rapidement transformé aussi en soupçon envers la majorité au sens culturel, normatif, et donc au point où on se dit, OK, ben là, si
à travers une mauvaise lecture, ce serait le peuple qui a donné le Troisième Reich, qui a donné le communisme, eh bien, peut-être qu'il faudrait faire l'inverse. Peut-être qu'on devrait davantage être soucieux de ceux qui se disent dissidents, de ceux qui mettent de l'avant la liberté contre les normes culturelles, traditionnelles, morales en vigueur. Et je pense qu'à partir du moment où on a fait ce pas-là, on est entré dans une espèce de contre-culture dont on n'est pas sorti aujourd'hui, où justement ce qui est valorisé, c'est d'abord la transgression, c'est d'abord l'excentricité, c'est d'abord la rébellion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à peu près tous les camps politiques aujourd'hui vont dire qu'ils sont contre-hégémoniques, qui sont en fait les vrais rebelles. Vous savez, moi, c'est pas une expression que j'apprécie beaucoup quand on me dit à droite, ouais, mais c'est nous les vrais révolutionnaires. C'est comme, non, moi, je veux pas être révolutionnaire. Je suis un conservateur. Mais il y a quand même cette tendance-là, je pense, qui en dit longuement sur la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous employez ce mot-là de conservateur. Bon, on sait que dans le mouvement conservateur, il y a plusieurs, ou dans le mouvement de droite, là, qu'on met un peu comme équivalent. Qui est le plus... quelle est la catégorie la plus générale? Est-ce que c'est les conservateurs qui sont une frange de la droite ou est-ce que c'est la droite qui est une frange du conservatisme? C'est une question qu'on les peut deux peuvent être vrais en même temps. C'est ça. Donc, mais dans le fond, pour résumer un peu votre position, parce que là, vous avez détourné un peu du livre, on est passé à vous, de votre analyse, on est passé à vos disons, opinions personnelles, mais c'est intéressant quand même parce qu'on veut savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est que, ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est que, bon, un conservateur pour vous? Vous attachez beaucoup d'importance aux institutions, qu'elles soient naturelles comme la famille, qu'elles soient institutionnelles comme justement la démocratie. On pourrait penser à ces grands principes, mais on peut penser aussi aux institutions qui représentent ou qui incarnent cette démocratie-là, comme on peut par exemple le Parlement, les élections Canada, élections Québec, etc., etc. À quel... et justement, j'aimerais justement aussi savoir votre opinion là-dessus parce que d'un côté, on est attaché à ces conditions de possibilité de la démocratie, mais en même temps, on sent à droite comme à gauche une forme de décadence. Parlez-nous, comment est-ce qu'un conservateur peut-il aujourd'hui vouloir défendre des institutions qui souvent ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles prétendent défendre? Oui, bien foncièrement sur le projet de la droite, puis là on revient au cœur du livre quand même, c'est de dire qu'une fois qu'on prend pour acquis, qu'on reconnaît qu'il y a effectivement un amenuisement de ce cadre collectif-là, qu'on a l'impression que le lien social est plus aussi en point qu'on l'aurait souhaité, bien, il faut que la droite politique et le camp conservateur adaptent son projet. T'sais, on n'est plus à l'époque de la guerre froide où c'était un peu l'idée de dire on craint avant tout le totalitarisme soviétique, à juste titre. Et donc, il y avait une espèce d'alliance de fait entre les élites plus libérales, souvent issues des milieux économiques, et les gens qui étaient vraiment des conservateurs philosophiques. Donc, moi, je pense que cette alliance-là est peut-être, sans dire caduque, est remise en cause aujourd'hui parce que, à mon sens, le nouveau projet qui devrait être celui des conservateurs, c'est de dire comment est-ce qu'on peut renforcer ces fondements-là de culture, de civilisation, de morale aussi, qui font en sorte que la liberté est possible. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de nouveaux alliés, justement, chez les classes populaires, chez des gens qui sont moins économiquement libéral que ça a pu l'être par le passé à droite, mais néanmoins qui ont un attachement sincère à la famille, à la nation et à tout ce cadre-là qui est tellement nécessaire pour que les institutions comme la démocratie, comme le marché et tout ça fonctionnent de manière apte. Parce que dans la théorie démocratique aussi, quelqu'un comme John Adams le disait, si un peuple n'est pas vertueux, s'il n'y a pas un aspect de culture, un aspect de morale qui dépasse les seules institutions, les institutions vont dysfonctionner. Donc, je pense qu'on est dans ce point-là aujourd'hui et que, justement, de renforcer ce projet-là et d'avoir un peu un réflexe peut-être plus collectif, pas seulement de passer par la question des droits individuels qui sont importants mais qui ne sont pas l'acmé du politique, d'avoir un peu cette nouvelle matrice-là en disant l'importance, c'est pas le combat contre le collectivisme, quel qu'il soit, c'est d'abord et avant tout de renforcer cette cause collective-là qui nous permet la liberté, qui nous permet les droits individuels ensuite, mais qui en ce moment est très malmenée. Votre livre, le renouveler les conditions civilisatrices qui ont permis l'éclosion et le maintien de la liberté à l'époque des révolutions démocratiques, désormais fragilisé par un esprit négateur qui a perverti l'idéal libéral et avec lui la conscience occidentale. Quel est pour vous là, cet esprit négateur qui a perverti l'idéal libéral? Donc, parce que vous avez, oui, un attachement aux institutions, donc un attachement au cadre, disons, qui encadre et qui vient, entre guillemets, limiter les pulsions individuelles.
mais en même temps, vous avez un amour de la liberté, puisque ces institutions, disons, dans un deuxième temps, sont appelées à servir cette même liberté. Donc, comment est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? C'est-à-dire aider aux vertus démocratiques pour qu'elles se développent par elle-même à l'intérieur du cadre, c'est-à-dire que si on n'enlève jamais les petits trous de la bicyclette de l'enfant, il n'apprendra jamais à faire de la bicyclette par lui-même, mais en même temps, on doit à la fois enlever les petits trous, mais les garder pour faire en sorte. Donc, où est-ce que vous mettez la limite entre les deux? Comment réussissez-vous à faire un peu l'union de ces deux principes qui apparaissent contradictoires? Comment rendre le peuple, entre guillemets, libre pour de vrai, c'est-à-dire qu'il devient libre par lui-même, mais tout en ayant des institutions qui réussissent à, d'une certaine façon, encadrer? Ouais, mais je pense que cette contradiction perçue est vraiment propre à notre époque. Parce que quand on lit justement les vieux penseurs libéraux, lire John Locke, John Stuart Mill, tous ceux qu'on cite à l'envi pour définir la liberté naturelle, la liberté d'expression aujourd'hui, on oublie souvent la seconde clause qui vient souvent dans leur réflexion. C'est quelqu'un comme Locke, par exemple, c'est pas vrai qu'il n'était pas attaché à la liberté de la majorité, au droit de la majorité. Par exemple, son droit à la révolution, c'est le droit pour le peuple de renverser un gouvernement qui jugerait inapte. Et aussi, quelqu'un comme Locke, et ça, je dis pas qu'il faut s'en inspirer, mais la lettre à la tolérance de Locke, grosso modo, c'est juste la tolérance entre les protestants. Là. Lui, il croit qu'on peut pas faire confiance aux catholiques parce qu'ils sont loyaux d'abord à Rome et qu'on pouvait pas faire confiance à des athées parce que, de toute façon, ils croyaient en rien. Donc, c'est dire à quel point les penseurs initiaux du libéralisme étaient pas des espèces de kumbaya qui croyaient qu'il ne devait pas avoir de règles ou pas de contraintes à quoi que ce soit. Et donc, encore une fois, sans dire qu'il faut revenir à ces paramètres-là qui sont quand même assez anciens, là, le 17e siècle, c'est pas l'époque d'aujourd'hui, mais il y a toujours cette reconnaissance implicite dans le libéralisme que oui, il y a certains points de liberté, mais il doit aussi y avoir certains points d'unité. Et quelqu'un qui est très éloquent sur cette question-là, un intellectuel américain qui s'appelle Daniel G. Mahoney, qui a écrit un livre qui s'appelle The Conservative Foundations of the Liberal Order, les fondations conservatrices de l'ordre libéral. Ça, pour moi, ça dit tout, en fait. C'est de dire qu'au final, la contradiction, elle est d'abord perçue. Parce que pour avoir une démocratie qui fonctionne, qu'est-ce que ça prend? Ça prend d'abord un peuple qui se reconnaît comme tel et qui est capable d'accepter la loi de la majorité en disant ceux qui ont voté d'une manière différente que moi, si je perds, c'est des gens qui appartiennent à la même collectivité que moi. C'est pas des gens qui instrumentalisent un processus pour me persécuter, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une part d'unité pour être capable de reconnaître un semblable en l'autre et aussi parce que sur la question de la liberté notamment, il y a beaucoup des libertés qui nous sont consenties aujourd'hui qui reposent sur le fait qu'il existe effectivement une espèce de droit mou, juste de par le fait qu'on s'empêche puis qu'on va pas en abuser de manière excessive. Et je pense que c'est préoccupant quand cette autocontrainte dont Elias parle beaucoup, ça me nuise parce que la nature a horreur du vide. Et si on revient en quelque sorte à l'état de nature sur certaines questions où les gens sont plus capables de se contrôler, où l'insécurité grandit, mais ce qui va arriver, ça va être le Léviathan de Hobbes, en fait. Et donc, je pense qu'on est mieux d'être encadré par un droit mou où les gens sont capables de faire la part des choses, capables de dire, OK, il y a quelque chose que je souhaiterais faire, mais qui est nocif pour autrui et pour moi-même, donc je vais m'en abstenir, plutôt que d'avoir une forme très autoritaire, très institutionnalisé, qui va justement empêcher par la contrainte ces puissances-là d'arriver, ces pulsions plutôt d'arriver, parce que justement l'espèce d'insécurité ou de liberté vertueuse où il n'y a pas de conflit, ça arrive pas. Puis je pense qu'on en voit les limites en ce moment. Donc l'idée qu'il faut ce contrepoids nécessaire à la liberté pour que la liberté fonctionne, c'est très naturel en fait dans l'histoire des idées. C'est récent qu'on y voit une contradiction. Mais pourquoi, aujourd'hui, on voit d'une certaine façon que dans les politiques, est-ce que vous voyez, je partage un constat là, comme ça. Le constat que je fais, c'est qu'actuellement, on a affaire à une décadence culturelle, c'est-à-dire cet ordre mou dont vous venez de parler. Cet ordre mou, d'une certaine façon, se tient moins en moins par lui-même. C'est-à-dire que les citoyens sont de moins en moins, entre guillemets, vertueux, sont de moins en moins animés par les vertus civiques et disons, qui se laisse aller, et la société de consommation a beaucoup encouragé un peu ces tendances à se laisser aller à ces impulsions du court terme.
On peut penser au taux de crédit qui atteint des personnels et collectifs qui atteint des sommets. Donc, c'est le signe d'une incapacité de certaines personnes à freiner leurs envies du moment pour sacrifier le présent pour un futur. Donc, il y a un grave problème à ce niveau-là. Donc, voyez-vous actuellement une population qui va vers de plus en plus de vertus ou de moins en moins de vertus? Et voyez-vous du même fait, disons, la volonté d'encadrer de plus en plus comme une nécessité pour garder cet ordre-là? Et si oui, comment s'en sortir? Ben, c'est sûr que la tendance en ce moment, je pense pas qu'elle est positive. Je pense que le fait que plusieurs, notamment des jeunes, s'en aperçoivent et veulent changer de direction, c'est le début certainement de quelque chose de positif, parce qu'il y a une époque pas si lointaine où on n'était pas à ce constat-là. Donc là-dessus, on a au moins des motifs de se réjouir. Mais sur la question de comment réfréner ça, c'est sûr que les propositions de politique, c'est toujours un peu hasardeux d'en formuler à partir de principes aussi abstraits. Mais je pense que globalement, l'idée qui est un peu le corollaire de ce que je dis, c'est que l'État doit recentrer sa mission sur la poursuite du bien commun. Ça veut dire notamment à droite que l'espèce d'aversion pavlovienne qu'on a pour l'intervention étatique doit être révisée. Et cela dit, ça veut pas dire qu'il faut toujours continuer de pousser l'État-providence plus loin. Je pense qu'il y a une différence entre l'État régalien ou l'idée d'avoir certaines interdictions qui sont bien choisies et qui empêche le pire. Typiquement, la légalisation de la drogue, moi, j'ai jamais été favorable à ça. Puis je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles il faudrait revenir parce qu'on voit des excès. Et surtout, quand on nous avance des trucs comme légaliser toutes les drogues ou même les décriminaliser, on a vu les conséquences désastreuses que ça a eu en Colombie-Britannique. Et donc, ce serait vraiment juste purement idéologique puis divorcé du réel d'aller là. Mais typiquement, sur une question comme le crédit, pour moi, c'est un bon exemple de dire, est-ce qu'il n'y a pas au moins une limite que le gouvernement peut mettre aux créditeurs pour pas qu'ils prennent juste complètement avantage des petites gens. Puis à ce moment-là, c'est pas d'interdire aux gens d'avoir une carte de crédit. L'idée, c'est pas d'avoir un projet autoritaire, il y a personne qui veut ça, mais de dire, OK, comment est-ce qu'on peut avoir une conception peut-être plus aristotélicienne de la loi, de dire justement que la loi, elle est là pour guider vers le bien, plutôt que pour permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut, parce que sinon, la loi sert à rien. T'sais, si on est juste en mode réduction des méfaits, comme on dit, ben de fait, on accepte le méfait. Puis dans la direction où on s'en va, je pense que c'est plus une avenue qui est acceptable, justement parce qu'on en a vu les excès, on en a vu les conséquences. Et à ce moment-là, justement, un exemple, par exemple, qui est positif, je sais qu'il est un peu divisif chez certains à droite, c'est l'interdiction du téléphone. Moi, je suis très, 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 très content que le téléphone ait été interdit à l'école. Parce que c'est de dire, OK, dans cette institution-là qui est l'école, ça va être un havre de concentration, de savoir, de lecture, de choses que malheureusement, la société environnante ne valorise plus suffisamment. Donc, justement, dans les espaces qui sont ceux propres au gouvernement, est-ce qu'on peut pas, justement, essayer d'orienter vers le bien commun, vers une existence qui est meilleure et espérer que ça fasse des petits dans la société? Donc, à ce moment-là où je pense que oui, il faut assumer une direction du bien et la promouvoir au moyen de l'État. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, des excès, là. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que, oui, il peut y avoir, disons, à droite du spectre politique, chez les libertariens, une aversion, comme vous dites, pavlovienne par rapport à l'intervention de l'État. Mais à chaque fois que l'État intervient, il y a toujours un coût au sens où vous empêchez la vertu de s'exercer, c'est-à-dire la possibilité de l'individu de par lui-même faire ce qu'il doit faire. Donc, un peu comme les petits trous que j'utilisais tout à l'heure, c'est-à-dire que par lui-même, l'individu est censé tendre vers la vertu. Donc, éventuellement, comme un jeune arbre pousse, on lui met, j'utilise plein de métaphores, là, mais comme un jeune arbre qui pousse, on lui met des protections pour l'aider à se tenir debout pendant les intempéries. À un moment donné, quand l'arbre est assez solide, il faut enlever ces guides-là parce qu'ils le restreignent. Voyez-vous pas, au contraire, aujourd'hui, après justement 50, 60 ans d'État-providence, que c'est les différents mécanismes étatiques qu'on a mis pour aider la population. On pourrait penser à la loi 101, je donne des exemples, où est-ce qu'il fallait, dans les années 70, il fallait avoir des lois comme celle-là. Et éventuellement, il fallait avoir un plan de sortie de ces lois-là parce qu'il fallait éventuellement que la société par elle-même réussisse à avoir à être un tronc d'arbre assez fort pour se maintenir par lui-même. Est-ce que donc c'est un peu un jugement rétrospectif que je vous demande d'apporter sur l'État-providence au Québec. Est-ce qu'on n'a pas eu
assez de plans de sortie de tous ces encadrements qu'on a pu mettre dans les 50-60 ans d'État-providence. Et là, on paye les conséquences d'une atrophie sociale qui n'arrive éventuellement plus à se tenir par elle-même. Oui, mais elle n'est pas à la hauteur qu'elle aurait pu atteindre si on n'avait pas justement trop mis d'encadrement. Qu'en pensez-vous? Ben, moi, je dirais que ma lecture, sans s'aventurer direct sur le cas du Québec, on pourra en parler, mais ma lecture depuis les années 60-70 serait plutôt de dire qu'au contraire, on a enlevé énormément de petits trous culturels qui aidaient quand même à garder une certaine partie de la population dans la bonne voie, puis qu'on est juste confus. Et quand vous dites on, c'est l'État sur la question de la transmission. Sur la question de la transmission, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, parce que un peu toute cette idée qui était le projet porté par la génération baby boomer, disons-le, là, d'un peu de s'affranchir, justement, puis au Québec, c'est le rapport à la grande noirceur, c'est l'exemple pile de ça, là. Et eux ont grandi avec les petits trous. Eux l'ont enlevé. Ils avaient eu cette éducation. Ils avaient eu cette transmission. Ensuite, c'est comme si on décidait que leurs enfants, en l'occurrence, c'est l'Église. Les petits trous de Bessic, c'est l'Église catholique. C'est tout un rapport, le collège classique, c'est tout un rapport à la transmission qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, peut-être que le problème aussi, c'est que leurs enfants, leurs petits-enfants, ce qui est mon cas, eux, on leur a jamais donné de petits trous, puis on se demande pourquoi ils tombent du Bessic. Tu sais, il y a un peu de ça aussi, parce que je pense que l'idée que, justement, la société, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup peut-être de révolutionnaires de cette époque qui ont cru la même chose, de dire qu'il y avait peut-être une espèce de continuité qui était prise pour acquis et de dire que d'une génération à l'autre, l'arbre, il régressait pas à son stade où il avait besoin d'être nourri puis d'être guidé avant de le lancer dans la liberté. Mais l'affaire, c'est que oui, les sociétés ont une existence qui se transmet à travers les générations, mais une nouvelle génération qui arrive a besoin aussi de cette transmission-là, a besoin de cette éducation-là que malheureusement, elle n'a peut-être pas eu. Et donc, cela dit, sur la question de l'État-providence, c'est peut-être pas exactement la même question. Parce que moi, il y a beaucoup de ça qui est vraiment sur la question culturelle plus que sur la question économique. Mais je comprends où vous allez. Puis je vais dire quand même quelque chose qui, à mon sens, est vraiment excessif aujourd'hui, c'est toute la question un peu du paternalisme d'État, si on peut dire. Puis je pense que l'exemple que je donne toujours, puis je sais que vous allez, est-ce que tu vas en France à l'occasion, Francis? Ou maternalisme, là, tout dépend. Oui, bien, comme tu veux. Hein. Mais tu sais, par exemple, quand tu es en France puis que tu écoutes une publicité de voiture à la radio, puis que ça termine avec le message obligatoire qui dit « Pour les courts trajets, prenez le vélo », ou tu sais, des choses comme ça. Moi, je crois beaucoup davantage à une société avec un petit nombre d'interdits fermes que une espèce de flou où rien est vraiment interdit. On est tout en mode réduction des méfaits, mais on a toujours une espèce de voix au-dessus de ton épaule qui te dit quoi faire. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus pervers, puis qu'au contraire, on est mieux d'avoir des règles qui sont clairement définies, dans lesquelles on sait comment opérer, on exerce notre liberté partant de cela, plutôt que cette idée, ah oui, t'es libre, tu peux un peu tout faire, mais le gouvernement va toujours être par-dessus ta tête en train de te faire la morale. Tu sais, puis notamment les publicités d'État qui parfois sont excessives, là, pour nous dire de faire tout et rien. Ça, je pense que c'est agaçant pour beaucoup de gens. Fait qu'il y a un peu les deux tendances qui sont développées en même temps. Fait que c'est dur de porter juste un jugement catégorique d'un côté ou de l'autre. Mais elles se répondent l'une l'autre, c'est-à-dire que l'État profite d'une certaine façon de l'État comme machine bureaucratique, profite de la décivilisation, disons, du manque de vertu citoyenne des individus pour éventuellement grandir, puisque la société par elle-même est de moins en moins capable de se soutenir, la société civile est de moins en moins forte, et donc l'État doit de plus en plus s'investir pour pouvoir maintenir un peu disons, le socle, disons, la société telle qu'elle est, finalement. Fait que c'est comme un cercle vicieux dans lequel on est. Mais d'où ma question que je reviens, disons, à plusieurs reprises. Comment s'en sortir? C'est-à-dire que si le cercle vertueux, c'est d'avoir de moins en moins de lois et d'avoir de plus en plus de citoyens vertueux exerçant les vertus citoyennes par eux-mêmes sans coercition, comment y arriver alors qu'on est pris dans le paradigme inverse? Ben, moi, je pense qu'on a régressé dans le processus, en fait. Puis Elias le dit assez clairement dans sa description du processus de civilisation. Pour lui, c'est d'abord sous les lois que ensuite les citoyens en viennent à l'autocontrainte. Et sur tous les enjeux que je nomme dans le livre, que ce soit la police, la drogue, le mariage, etc., toutes ces comme l'éducation d'un enfant, finalement. C'est-à-dire qu'on part de la contrainte parentale pour devenir mature. Exact. Puis toutes ces choses-là qui sont bien plus fondamentales que le taux d'imposition qu'on va payer ou de savoir qui va faire les lunchs des enfants dans les écoles, tout ça
on a régressé, à mon sens, en matière d'autocontrainte, là. Et d'ailleurs, on peut en parler de la question des lunchs parce que ça en dit long sur le cercle vicieux dont tu parlais juste avant. Je pense qu'il y a une part aussi de l'exagération dans la place de l'État qui vient d'une certaine pulsion d'uniformité. Hein? Parce que moi, cette question-là, elle est tellement révélatrice, la question des lunchs dans les écoles. Là. Je ne suis pas ce que monomaniaque sur cette question-là parce que ça en dit tellement. Juste le fait que une institution comme le Club des petits déjeuners existe, OK? C'est une institution privée ou semi-publique, là, c'est pas une société d'État, qui s'adresse aux plus vulnérables, ceux qui en ont directement besoin et qui fait en sorte qu'ils ne meurent pas de faim quand ils vont à l'école, qu'ils ont un certain souci. Et il y a de ce côté-là une espèce de pulsion bureaucratique qui dit, OK, mais si ça c'est bon, il faudrait que tout le monde l'aide. C'est l'espèce de pulsion uniformisante et aussi, souvent ça on va le voir dans la rhétorique de certains, le fait que ce soit réalisé par une institution privée, ça les dérange en soi. T'sais, le fait qu'il y a eu une initiative spontanée qui ait permis à ce bien d'arriver, c'est comme si c'était un désaveu de l'État. Ça, par contre, je suis complètement d'accord avec ceux qui sont plus libéraux que moi sur le fait que c'est un non-sens, en fait, de dire que s'il y a du bien qui se fait, mais que c'est pas l'État qui le fait, qu'il y aurait quelque chose de pervers là-dedans, qu'il faudrait absolument que l'État investisse ce terrain-là pour être l'alpha et l'oméga de la société, ça, c'est probablement la racine de l'exagération qu'on vit aujourd'hui. Là. Donc, encore une fois, il y a peut-être un aspect plus régalien, plus culturel sur lequel il faut investir, mais ça veut pas dire que sur certaines choses, notamment au niveau de l'économie, on n'est pas en train d'exagérer. Là. Mais pensez-vous que c'est possible de forcer politiquement par une volonté, cette sortie de la décadence? Est-ce que c'est possible selon vous ou est-ce que c'est pratiquement un cycle dans lequel on est embarqué et ça ne sera, on pourra s'en sortir que par un changement de régime. Je vous donne un exemple. De part et d'autre, souvent, prenons les États-Unis, la gauche et la droite parlent d'une sortie de la démocratie. C'est-à-dire la droite trumpiste, MAGA, parlait de l'État profond qui, justement, une espèce de nouvelle aristocratie qui s'impose au peuple, qui lui dit quoi faire, justement. On peut penser à la France aussi, là, vous avez donné l'exemple de l'aspect moralisateur de certaines campagnes publicitaires d'État. On peut penser au Québec aussi, c'est un peu toujours la même chose là, avec jouer avec modération et tout ça. Là, bon. Donc, on voit d'une certaine façon, disons, les défenseurs de la démocratie, du peuple, du démos, on voit comment il y a une accusation de l'autre camp, c'est-à-dire la gauche, est antidémocratique puisqu'elle ne respecte plus. C'est une caste, on peut penser aux juges même, c'est une caste qui nous dit quoi faire. Et de l'autre côté, vous avez la gauche qui regarde les trumpismes ou le peuple d'un œil méfiant, disant, voyez, oui, ils sont peut-être plus nombreux, mais en même temps, ils sont pas nécessairement des gens les plus compétents pour pouvoir guider, disons, la société dans son entièreté. Et donc, ils menacent éventuellement la démocratie, puisque la démocratie, c'est justement avoir des institutions fiables, compétentes. Donc, il y a ces deux accusations mutuelles qui se font de l'autre camp comme étant antidémocratique. Comment est-ce qu'on peut un peu se sortir un peu de cet autre cercle vicieux? Pouvons-le nous, ou est-ce que c'est quelque chose, ces deux tendances qui, disons, sont inéluctables, disons, à court et moyen terme? Moi, là-dessus, je crois tout à fait à la démocratie, puis c'est une des prémices importantes dans la civilisation. Mais je pense qu'un des problèmes, quand on analyse la démocratie aujourd'hui, c'est qu'on oublie un peu cette espèce de tiers secteur des institutions qui sont encore là, mais les institutions qui peuvent être aussi détournées, pas toujours pour le meilleur. Si on regarde, par exemple, 3 institutions, médias, universités, État administratif, puis on inclut les juges. Le problème qu'on vit en ce moment dans ces institutions-là, à mon sens, c'est pas le fait qu'elles existent. on peut pas vivre dans une société sans ces 3 institutions-là, où je pense pas qu'on serait dans une société meilleure. Néanmoins, le problème qu'on vit, qui est très contemporain, c'est de dire que depuis, grosso modo, les années 70, on a eu une démocratisation massive des études universitaires, ce qui est pas mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais en soi, c'est que c'est seulement les diplômés universitaires aujourd'hui qui ont accès à beaucoup de ces institutions-là. Le diplôme a pris une valeur tellement forte que c'est devenu un peu le badge qui permet de rentrer dans l'institution d'élite que tu scannes à l'entrée, mais si tu l'as pas, tu peux pas. Et l'affaire aussi, c'est que ces institutions-là, les universités, au premier titre,
ont une sous-culture de valeurs qui est très forte. Un penseur que je cite dans le livre qui s'appelle Richard Florida appelle ça la classe créative. Et lui dit, et dans le fond, c'est vraiment une espèce de classe qui a ses valeurs propres, qui est très axée sur la diversité, sur l'expression de soi, qui est un peu l'espèce de culture métropolitaine qu'on voit dans toutes les grandes villes aujourd'hui. Vous savez, ce côté un peu bobo, etc. C'est ce que les universités vont produire sociologiquement. Mais il faut réaliser que ces valeurs-là ne sont pas du tout majoritaires, ne sont pas du tout partagées par la plupart des gens. Donc, qu'est-ce qui arrive quand environ un 30% de la société investit la plupart des institutions, à l'exception, et parfois encore, du Parlement? Le Parlement, là, c'est le dernier endroit où les gens sont capables de voter selon leurs valeurs et d'être sûrs que les gens qui vont être élus, au moins, vont l'avoir avec un mandat de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, quand on est nommé professeur d'université, quand on est nommé journaliste, quand on est nommé fonctionnaire, il n'y a jamais d'imputabilité envers les citoyens là-dessus. Et je pense que bien des problèmes d'aujourd'hui viennent du fait qu'effectivement, toutes sortes d'institutions sont parties avec un agenda qui est le leur, qui n'est pas toujours celui de la majorité, qui n'est pas toujours populaire. Et à ce moment-là, ben, le problème, c'est pas le fait qu'on puisse voter pour des élus. Au contraire, c'est le dernier contre-pouvoir qui reste au peuple, la démocratie aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut recommencer à voir le Parlement comme ça et de se dire justement, est-ce qu'on pourrait pas avoir au moins des institutions où tous les points de vue sont représentés? Est-ce qu'on pourrait pas y avoir des départements de sciences humaines où il y a autant de progressistes que de conservateurs? Est-ce qu'on pourrait pas y avoir justement des écoles juridiques qui sont plus affirmées, où on sait qu'il y en a qui défendent toutes sortes de thèses, que ce soit pas juste monoculturel? Donc, je pense que c'est vers ça qu'on devrait aller, pour que, d'une certaine manière, l'exercice du pouvoir puisse changer, qu'il puisse y avoir des dynamiques pluralistes dans ces institutions-là aussi. Mais comment c'est possible d'arriver justement à une pluralité culturelle au sein même des institutions lorsqu'il y a une monoculture au sein des institutions qui forment ceux qui vont éventuellement remplir ces rôles? Donc, vous avez nommé l'université et les médias. Et donc, y a-t-il des causes structurelles à cet état de fait? Et là, je reviendrai à l'État, c'est-à-dire la culture subventionnaire, disons, québécoise ou canadienne, à la Radio-Canada et tout ça, encourage cette monoculture-là au détriment de la pluralité qui pourrait éventuellement émerger d'une société civile en santé. On peut voir, par exemple, on peut être pour ou contre, mais aux États-Unis, les médias subventionnés sont très rares. On peut penser à PBS, je crois, et c'est très marginal comme poste de télévision, mais tous les points de vue sont représentés. Donc, voyez-vous, et on peut penser que c'est dû justement au fait que le gouvernement n'intervient pas pour choisir les gagnants ou les perdants, mais c'est véritablement la compétition et le marché, finalement, et les gens qui finissent par, disons, décider. Donc, c'est beaucoup plus démocratique à ce niveau-là lorsque c'est la société civile. Donc, si on a un État interventionniste beaucoup trop présent, est-ce que c'est pas justement encourager ce système monoculturel que de privilégier cette concentration des ressources? Bien, je pense que c'est toujours difficile de comparer la situation d'une nation de 8 millions d'habitants avec celle de la plus grosse puissance mondiale qui en a pas loin de 400 millions. Et là-dessus, c'est sûr que les États-Unis sont leur culture à part. Puis aussi le fait, avouons-le, la culture anglo-protestante est plus portée sur la libre entreprise aussi. Donc, effectivement, fonder des nouvelles universités comme ils font en ce moment aux États-Unis, c'est pas le genre de choses qu'on verrait au Québec. Et d'abord, parce que les capitaux, faut les trouver quelque part, mais aussi à cause de la culture. Donc, et moi, je trouve ça difficile un peu, puis je trouve que c'est parfois un peu angélique de dire, si seulement le gouvernement s'en allait, tout le bien arriverait. C'est une possibilité, mais si on regarde toutes sortes d'autres facteurs, ça se peut aussi que ça fonctionne pas, puis qu'on soit un peu pire. Puis à ce moment-là, moi, comme je dis, les institutions sont là, ont des raisons d'être. Mais à ce moment-là, est-ce que justement un gouvernement élu ne peut pas dire, bon, ben à partir de maintenant, dans les médias, notamment les médias d'État, il va y avoir un vrai pluralisme. À partir de maintenant, dans les universités, dans les départements qui sont les plus idéologisés, on va faire en sorte qu'il va y avoir un contre-pouvoir qui va être là. Puis c'est normal, les institutions sont là, sont structurées comme ça, et parfois, il faut que ceux qui ont du pouvoir sur ces institutions-là mettent leur point sur la table et dire attention, là, à partir de maintenant, je comprends. Mais ce dirigisme-là n'est pas neutre en lui-même. Là. Axiologiquement, ce dirigisme-là serait lui-même anti, disons, vertu émergent d'elle-même, parce qu'elle dirige, justement. Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas justement c'est un peu, disons, en dessous, c'est-à-dire, vous avez une règle gouvernementale qui dit Radio-Canada, vous devez avoir tous les points de vue, d'accord. Mais le fait même d'avoir une règle qui dit vous devez avoir tous les points de vue est déjà orienté vers, justement, ce dirigisme. Donc,
il est imprégné de ce dirigisme-là. Comment voulez-vous qu'une société de vrai débat avec toi. Attendez, comment voulez-vous que de ce dirigisme émerge des fleurs, disons, venues de nulle part, dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent et qu'elles émergent et qu'elles innovent au niveau idéologique? Il y a pas une contradiction fondamentale, justement, dans le dirigisme? Non, parce que si on regarde comment le wokisme a pu émerger dans les institutions occidentales, OK? C'était le produit du libre fait que les universités ont engendré spontanément une culture incestueuse qui avait certaines valeurs qui se sont ensuite répandues ailleurs. Et c'est pas le produit d'un dirigisme, c'est juste le fait que certains milieux vont engendrer certains types de personnes et que parfois, il faut effectivement y avoir un contre-pouvoir qui est là, puis qui, oui, peut-être dirige, mais est capable de rétablir un certain pluralisme parce que... Mais là, je vous mettrais l'objection d'aller plus loin. Il y aurait un MAGA, par exemple, aux États-Unis, vous dirait, non, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de dirigisme aux États-Unis. Au contraire, les grandes universités étaient très subventionnées par le gouvernement / Parti démocrate et justement, c'est toujours actuellement un des chevals de bataille de Donald Trump que de parler aux universités en leur disant à quel point elles sont dépendantes du gouvernement fédéral. Donc, les universités américaines sont-elles aussi libres que ça? Non, moi je suis pas dans l'ordre de la réponse pratique à court terme. Je regarde à posteriori, donc je regarde depuis 70 ans et je me dis est-ce que ce dirigisme-là n'est pas en lui-même axiologiquement orienté, c'est-à-dire il porte en lui-même des principes qui vont influencer la société. Mais si on veut au contraire créer un lieu de vertu, c'est-à-dire un lieu où on veut arriver au même résultat, mais il faut que la société civile y arrive par elle-même, bien, le dirigisme empêche d'éclore un peu tout ça, parce que ça se fait beaucoup plus organiquement, le dirigisme un peu, je dis pas qu'il y a jamais de bonnes applications, et donc ce que je dis, c'est qu'on n'en est-on pas aujourd'hui arrivé au moment où est-ce que le fait de ne pas avoir eu de plan graduel de sortie de l'implication de l'État dans les différentes institutions. Je ne parle pas de l'armée et tout ça, là, mais est-ce qu'on ne récolte pas les conséquences de ce refus de plan de sortie graduel qu'on aurait dû avoir? Là-dessus, moi, je suis vraiment pas Dieu seul d'accord avec ça. J'ai pas la même matrice. Fais de la spéculation, moi, là. Oui, non, mais tu sais, pour moi, l'instrument en soi n'est pas vicié. Je veux dire, l'intervention de l'État a toujours existé, va toujours exister. Puis il y a une différence entre mais est-ce qu'il est-il absolument bon? C'est ça la question. Est-ce qu'il est-il il n'est pas absolument bon? mauvais. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Puis à ce moment-là, c'est là aussi, tu sais, quand je dis que moi, je suis un conservateur post-libéral plutôt que libéral, ça veut dire aussi que j'ai pas ce même rapport-là à l'intervention de l'État qui est un rapport de méfiance d'abord. Tu sais, moi, l'utilisation de l'État en soi me trouble pas. C'est de voir à quelle fin, qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui est un grand sujet de débat à droite aujourd'hui. Puis le petit désaccord qu'on a en ce moment l'illustre. C'est tout à fait sain. Mais là-dessus, moi, je m'inscris tout à fait dans la famille qui est pas foncièrement mal à l'aise avec l'intervention de l'État, qui pense pas que c'est un bien en soi, mais qui pense que ça peut accomplir certaines choses quand les autres solutions échouent. Puis notamment sur la question de la capture institutionnelle, qui, à mon sens, est le facteur pour lequel on vit dans une crise démocratique aujourd'hui. Ce n'est pas le résultat de l'intervention de l'État. C'est juste le résultat que, de manière spontanée, il s'est formé une sous-culture qui, à travers des institutions de la société civile, librement nommées, a un peu pris le contrôle du discours public. Puis c'était pas le produit d'une décision étatique. Donc, à ce moment-là, je pense pas qu'on peut imputer ça à la social-démocratie, par exemple, qui a bien des torts, mais pas celui-là. À savoir, ça, il faudrait faire de la politique au jour le jour pour savoir à quel point les partis, les universités et les différentes facultés sont, oui ou non, disons, orientés politiquement et encouragés plus ou moins selon le parti politique au pouvoir. Ça, c'est plus au jour le jour, mais on peut douter que tout se passe toujours parfaitement comme il se devrait. Cette neutralité. Attends, je vais te donner un exemple. Je pense que ça va illustrer un peu mon propos. Tu connais le mode de nomination des professeurs à l'université aujourd'hui, c'est les profs dans la faculté qui choisissent qui va les rejoindre. Et à ce moment-là, pas besoin d'être un grand génie pour concevoir que le phénomène de groupthink finit par agir. Dans le sens que si c'est toujours les gens dans un petit cercle qui choisissent qui ils vont admettre, c'est la nature humaine. Ils vont être spontanément moins prompt à admettre quelqu'un qui pense pas comme eux. On est tous comme ça. Quand on veut aller souper avec quelqu'un, ben souvent on va aller vers quelqu'un avec qui on a des affinités. Et donc, si on a un phénomène où il y a une masse critique de personnes qui fait juste
admettent des gens qui sont comme eux, ben c'est pas forcément à cause d'une décision ou d'une direction qu'ils ont reçue. C'est simplement le produit de leur propre biais qui font que leur usage de la liberté va vers une forme de complaisance qui fait en sorte qu'ils font toujours se radicaliser dans la même direction. Donc, à ce moment-là, pour moi, je pense pas que c'est un manque de liberté qui conduit ça. C'est certainement une liberté mal exprimée, tu vois. Mais en même temps, on pourrait aller, disons, élargir un peu au sens où, dans la même situation, s'il y avait une pluralité d'universités avec une pluralité d'offres, parce que les individus et les familles et la société civile ont les moyens d'en générer, à ce moment-là, on aurait le choix. Mais là, le problème, par exemple, au Québec, c'est que, justement, il y a eu ces quelques universités là, qui se sont réparties un peu partout. Et là, ils ont été pris par l'idéologie, disons, mainstream de l'époque. Ils se sont reproduits, mais ils avaient des cohortes qui ne pouvaient pas aller ailleurs, au sens où, parce qu'il n'y avait pas d'autres offres que celles qui étaient données. Donc, on peut penser que au moins, peut-être la cause, c'est le group thinking de la nomination des professeurs, mais on peut penser aussi que, disons, le bassin d'étudiants, disons, oblige et leur donne un pouvoir excessif et accentue un peu ce phénomène. Donc, pour vous, Étienne Alexandre, il n'y a pas de moment où est-ce que le dirigisme d'État est contre-productif pour créer la vertu chez le citoyen? Ben, c'est sûr que oui, là, je vais poser un peu évidemment. Le dirigisme peut toujours avoir des excès, mais moi, je ne condamne pas l'instrument en tant que tel. Non, c'est clair que c'est absolument important. Là. Par exemple, on peut penser à la police. Le gouvernement a le monopole de la violence légitime, contrairement aux États-Unis, où est-ce qu'on peut se défendre par soi-même dans certains cas. D'un côté, c'est très bien. C'est un beau principe et je pense que c'est le signe d'une société vertueuse. Mais justement, lorsqu'on entre en décadence, est-ce qu'on entre dans une société où est-ce que les gens sont de moins en moins capables d'être vertueux par eux-mêmes, c'est-à-dire, en l'occurrence, des individus qui sont capables de ne pas s'attaquer les uns les autres et de ne pas se voler les uns les autres. Lorsque vous avez une augmentation un peu comme ça, l'État est absolument essentiel et c'est nécessaire d'accentuer les forces policières justement pour pouvoir arriver au même résultat. Mais il faut quand même garder en tête que cette augmentation policière est due au manque de vertu et éventuellement nous devrons disons, avoir un plan de sortie de cette augmentation policière. Sinon, là, il peut y avoir un phénomène où est-ce que là, la police prend de plus en plus de place et là, vous vous ramassez comme, je sais pas, en Égypte où l'institution la plus grosse, c'est l'armée et c'est elle qui contrôle le pays. Donc, je pense pas que ça soit l'institution. Je pense pas que les militaires soient... j'ai tout le respect pour les militaires, mais je crois pas que ça devrait être le bassin où on recrute nos politiciens. Contrairement, c'est pas le signe d'une société vertueuse. Je préfère des avocats, des médecins à des militaires pour jouer aux politiciens. Oui, vu comme ça, je comprends. Après, moi, je reviens au schéma d'Elias, c'est qui n'est pas fou, c'est de dire justement, souvent, quand on régresse trop, il faut amener une part de dirigiste qui va faire en sorte que l'autocontrainte va suivre. Puis évidemment, on ne veut pas être dans une spirale autoritaire, personne ne veut ça. Mais tu vois, je serais curieux de t'entendre sur la question de la drogue, légalisation de la drogue. C'est quoi ton avis là-dessus? J'ai le même avis que vous, peut-être donc, avec un volet plus répressif encore par rapport à ce niveau-là. Je pense qu'il faut attaquer les cartels. De spontanéité à ce niveau-là qui devrait être une vertu spontanée, que tout est disponible, mais que je m'en abstiens moi-même. Tu veux dire, ça pourrait être un corollaire logique de cette position-là, notamment? Oui, ça pourrait être, ça serait une position, disons, une réduction à l'absurde, au sens où, si radicaliser ou absolutiser la position que je viens d'exprimer, oui, ça mène à ce que vous avez dit, mais non, le régalien, je pense que c'est absolument... Après, il y a des gens qui la tiennent. Hein? Il y a des gens qui la tiennent. Par exemple, toute la question de la réduction des méfaits, puis ça, c'est quelque chose auquel je m'attaque beaucoup dans le livre, c'est de dire d'abord que quand il y a prohibition sur quelque chose, il y a tout autant de gens qui le font que lorsque c'est interdit. Et ça vise à démontrer qu'apparemment, l'interdiction serait contre-productive ou inutile. Mais d'abord, c'est faux. Parce que quand quelque chose est interdit, il y a des gens qui s'en abstiennent parce que c'est interdit. D'ailleurs, c'était le cas avec l'alcool. C'est encouragé. Légaliser, c'est encouragé. Là. Et voilà. Et à partir du moment où on croit à ça, il y a certainement au moins une petite part d'acceptation pour le dirigisme.
Oui. Ben, le régalien, c'est absolument essentiel. Moi, l'essentiel de ma critique se porte dans des domaines, disons, accessoires, ou ce que je considère comme accessoires par rapport justement au pouvoir régalien de l'État. Mais je mets en exergue le côté, disons, empêcher les gens de prendre leurs responsabilités a un effet pervers. Et pour moi, c'est la nécessité d'avoir de plus en plus de lois aujourd'hui est due justement au fait qu'on n'a pas laissé assez de place durant les 60 dernières années à la société civile, notamment au Québec. Mais en même temps, c'est pour ça que je pensais qu'au moment où on l'a fait, on aurait dû avoir un plan de sortie avec des objectifs clairs qui nous permettraient de dire, OK, on atteint tant de niveau de scolarisation, peu importe, alors on peut commencer à se désinvestir de ça pour laisser la place à des crédits d'impôt à ceux qui voudraient partir, par exemple, des universités ou des ci ou des ça, ou des hôpitaux. C'est plus dans ces missions un peu parallèles-là, mais c'est clair que au niveau des drogues, là, on est véritablement au ras des pâquerettes, c'est-à-dire que si vous êtes tenté par la drogue, vous n'êtes pas au point à prendre des choix libres. vous êtes vous-même dans un état de vulnérabilité personnelle et vous faites partie justement de ces pauvres sociaux qui ont besoin d'un filet social et de règles claires pour pouvoir vous guider. Là. Donc, j'ai pas à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Là. Pour moi, au contraire, les règles, c'est les règles qui viennent empêcher le vertueux d'agir et de créer et d'innover et d'éventuellement prendre ses responsabilités et d'être une force au sein de la société. Et je pense que ça, l'État peut nuire à toutes les étapes du processus d'apparition de ces individus. Je suis pas en désaccord complet avec ce que tu dis pour la raison suivante. Moi, j'ai toujours considéré que le culturel fait partie du régalien. Mais c'est sûr que sur des questions économiques, si on parle du système de santé, système d'éducation, etc., évidemment que les initiatives privées, puis tu as juste à regarder l'école privée au Québec, pour vrai, ça fonctionne très bien. Au point où, puis d'ailleurs, un système comme ça, où il y a une subvention partielle, mais une grande autonomie pour les institutions, moi, je considère que c'est un point médian qui est très bon, puis qui produit des résultats qui sont pertinents. Il y a toujours des choses qu'on pourrait améliorer. Il y a toujours des blocages qui font en sorte. Les crédits d'impôt proportionnels, ça serait beaucoup plus respectueux de l'autorité parentale, selon moi. Mais ça revient éventuellement, numériquement, ça revient peut-être au même. Mais je préférerais un crédit d'impôt. Du modèle le pluralisme scolaire, par exemple, où l'État donne un corpus général que la plupart des gens doivent suivre. Ça justifie de manière démocratique en disant, on veut qu'il y ait certaines connaissances, certains principes soient partagés par tous. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et de dire que, par contre, dans la manière comment est-ce qu'on va le livrer, comment est-ce qu'on va répartir les heures de cours, quel programme, comment on va le faire, quelle sensibilité, par exemple, des programmes Montessori, whatever, qu'il puisse y avoir une diversité à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est super positif. Et d'ailleurs, le système public l'admet implicitement à chaque fois qu'il crée des nouveaux programmes de sport-études, hors-études, qui sont super appréciés par les étudiants. Puis d'ailleurs, ça fait fâcher beaucoup de gens plus à gauche, notamment dans les syndicats de l'enseignement, qui se méfient du programme particulier par principe parce que c'est pas assez uniforme. Puis à ce moment-là, effectivement, que quand il y a une espèce de tendance à l'uniformité excessive comme ça, c'est clair qu'il faut la dénoncer. Puis c'est clair que c'est là qu'on voit les excès de l'État-providence quand il veut occuper toute la place, puis qu'il n'y a pas cette tolérance-là pour quelque chose qui, de manière autonome, gravite vers le bien commun. Puis là-dessus, moi, j'en suis beaucoup plus critique que du principe de base d'intervention étatique qui peut avoir des ratés ou des effets positifs. J'avais une dernière question, justement, avant de terminer, parce que c'est tout le temps que nous avons, malheureusement, mais on invite bien évidemment nos auditeurs à se procurer votre livre qui sort aujourd'hui, Anti-civilisation. Parlez-nous un peu, on a parlé, et c'est malheureusement une grande question que j'ai pour vous, avec très peu de temps pour y répondre, mais c'est pas grave, on peut dépasser un petit peu. Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez, on pourrait dire, les forces progressistes de gauche qui veulent de plus en plus d'États pour pouvoir imposer leur vision du bien commun, mais vous avez aussi une droite qui veut justement déconstruire de plus en plus d'États. On a un peu ces deux formes-là. Ils ont des critiques légitimes à s'adresser à l'un et à l'autre, là, comme on l'a vu. On a du group thinking qui fait en sorte qu'il y a des prises en otage des institutions d'une part, mais en même temps, laisser le peuple directement lui-même ou le laisser à des gens moins compétents, on pourrait dire, entre guillemets, ou moins professionnels, prendre les décisions. Ça peut avoir des risques aussi. Est-ce que, par exemple, un juste milieu pour vous, ça pourrait être un peu
une version plus comme la Suisse, on pourrait penser, c'est-à-dire avec qui pourrait justement nourrir les débats et faire en sorte que la population se sente de plus en plus impliquée à la première personne dans les débats actuels, c'est-à-dire avoir des référendums sur des questions plus particulières et tout ça. Puis est-ce que les référendums d'initiative populaire, qu'on a parlé beaucoup en France sans en faire beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous apparaître disons, un lieu mitoyen où est-ce que un peu les différentes tendances pourraient se rencontrer et créer de l'unité? Bien, je pense effectivement que plus de démocratie, c'est pas mauvais. Mais est-ce que le moment actuel est à la démocratie directe? Je pense que non. T'sais, on vit, qu'on l'aime ou pas, dans des démocraties représentatives. Considérant la taille de nos sociétés, de nos nations aujourd'hui, je pense que c'est un peu insolvable. Ça va toujours rester comme ça. Et d'ailleurs, tant qu'on va être dans une démocratie représentative, donc jusqu'à l'avenir prévisible, il va toujours y avoir des représentants et des représentés. Et moi, c'est peut-être un peu ma critique à l'endroit d'un certain populiste dans la mesure de dire on peut pas se dispenser de ces institutions-là, on peut pas se dispenser du fait qu'il va toujours y avoir un peu des différences de classe en soi, puis que ça va toujours arriver. Il y a des gens qui ont des dispositions différentes, qui ont des métiers différents. On n'aura jamais cette espèce d'uniformité là, qui ferait en sorte que tout le monde pourrait s'auto-gouverner ou gouverner de la même manière. Je crois pas trop à ça. Mais la question maintenant, cela dit, c'est comment faire en sorte que l'élite soit moins divorcée du peuple, comment faire en sorte que le vieux principe de noblesse oblige, justement, selon lequel quand je suis dans un poste de représentation, j'ai un devoir envers ceux qui m'ont élu et je peux pas seulement m'en servir pour avancer mon propre agenda s'il va d'abord contre les intérêts et contre la volonté de tous ceux qui m'élisent. Et je pense que beaucoup des problèmes qui viennent aujourd'hui, c'est justement quand toutes sortes d'institutions qui sont contrôlées par une classe en particulier décident de partir dans une direction que la plupart des gens n'ont jamais demandé, jamais voulu, jamais appelé. Et donc, d'avoir une élite justement plus conservatrice, plus ancrée sur ce que les gens désirent vraiment, ça peut certainement au moins nous ramener un peu davantage vers le bien commun, et que en fait les deux classes, on peut dire que les gouvernants et les gouvernés se rendent compte qu'ils ont besoin les uns des autres. Et que ce qu'il faut absolument éviter, c'est des élites qui deviendraient toujours plus condescendantes envers une partie du peuple, qui deviendraient toujours plus méfiants à cause de cette condescendance-là, qui nous donnerait vraiment une espèce de cercle vicieux absolu où le climat social continuerait de se polariser, de se détériorer. Je pense pas qu'on aurait une sortie de crise harmonieuse si on considère que la situation démocratique qu'on vit en ce moment est une crise. Donc, je pense que c'est un peu vers plus de collaboration entre les classes. Puis c'est difficile à faire, mais je pense que c'est quand même vers ça qu'il faut tendre si on veut justement sortir du moment actuel. Étienne Alexandre Beauregard, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Cardus et vous êtes auteur de ce livre dont nous avons parlé un petit peu parce que c'est vraiment un ouvrage très, très complet et on aborde énormément de sujets. Son titre « Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur », publié aux presses de la Cité. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de d'autres ouvrages là, que vous avez mentionnés au début de ce podcast. Sont leur titre « Le schisme identitaire, guerre culturelle imaginaire québécois », publié chez Boréal, ou « Le retour des Bleus, les racines intellectuelles du nationalisme québécois », publié en 2024. Alors, justement, je vous avais dit que vous étiez chercheur chez Cardus. Parlez-nous un peu, là, si vous pouvez nous présenter brièvement qu'est-ce que c'est que Cardus et quel est l'objet de vos recherches. Oui, donc l'Institut Cardus, c'est un think tank qui a quand même une longue feuille de route au Canada. On fête notre 25e anniversaire cette année. Initialement, ça vient d'un syndicat ontarien qui s'appelait le Christian Labour Association of Canada, qui existe encore, je crois. Et donc, c'était un syndicat qui certainement était davantage dans la tradition chrétienne de collaboration plutôt que dans la tradition de confrontation qui est très prévalente aujourd'hui. Et donc, cette branche un peu de recherche-là s'est autonomisée ensuite pour donner l'Institut Cardus. Et donc, nous, notre matrice principale, c'est ce qu'on appelle grosso modo la tradition sociale chrétienne, c'est-à-dire un peu cette vision-là qui a trois grandes branches, si on peut dire d'abord la dignité et l'égalité de toutes les personnes humaines, du simple fait qu'ils sont humains. L'option préférentielle, disons, pour les plus pauvres, cette considération-là pour la classe ouvrière qui guide beaucoup de nos recherches, et finalement, ce parti pris pour la société civile et pour les institutions, parce qu'on croit fondamentalement que les différentes institutions de la société, que ce soit, oui, l'État, mais pas seulement l'État, justement, l'État, les écoles, les communautés, les églises, toutes sortes d'institutions où les gens se retrouvent, les familles, doivent travailler ensemble dans le rôle qui est le leur pour atteindre le bien commun. Donc, on a certainement une vision plus pluraliste de la société aussi qu'on essaie de mettre de l'avant dans ce qu'on appelle un peu l'architecture sociale, comment les institutions vont collaborer ensemble. Et on fait des recherches sur vraiment toutes sortes de choses. Vous voyez, moi, je suis en train de travailler en ce moment sur justement le modèle de pluralisme scolaire
scolaire au Québec dont on a parlé un peu avant, sur la question aussi de la laïcité et de la liberté religieuse, comment est-ce qu'on est capable de faire un équilibre entre ça. J'ai des collègues qui travaillent notamment sur les politiques familiales, il y en a d'autres qui travaillent sur la santé. On fait vraiment beaucoup de choses et pour vrai, je pense qu'on est quand même un des gros instituts de recherche au Canada. Là, je pense qu'on est 3e ou 4e en matière de taille. Et on fait de la recherche qui est vraiment très rigoureuse, souvent citée au Parlement. Puis moi, je suis très fier de travailler pour une institution comme ça et particulièrement emballé qu'on lance nos activités au Québec cette année. Au mois de février, je crois, mon collègue Jean-Christophe Jasmin a été embauché comme directeur pour le Québec. Moi, je suis le 2e Québécois qui est engagé. Je suis dans l'équipe de recherche, donc je suis basé à Ottawa. Mais c'est sûr que j'ai toujours mon regard un peu aussi sur l'actualité québécoise pour voir comment on peut apporter cette perspective-là qui est la nôtre, qui est un peu différente, qui n'est pas celle qu'on entend toujours parce que on n'est pas, vous voyez, par exemple, avec la position de l'IRIS qui est très à gauche, très étatiste, ou même la position de l'Institut économique de Montréal qui est davantage libéral, pro-libre marché. Nous, on a vraiment cette espèce de niche-là qui est la nôtre, de défendre le bien commun, de défendre la dignité humaine, le sort des plus pauvres et une plus grande place pour la société civile. Donc, je pense qu'on est certainement un ajout intéressant pour le débat public québécois qui, je l'espère, va pouvoir pousser la réflexion un peu plus loin. À la fois solidaire et subsidiaire, c'est ce qu'on retient. Et de votre intervention, Étienne Alexandre Beauregard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Francis. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libretradingmedia.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.